Bonjour et bienvenue dans Et pourquoi pas. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en plus dans une émission passionnante, puisqu'on va essayer de s'intéresser à comment trouver du cash pour faire marcher et avancer son entreprise. Alors effectivement, parfois la trésorerie générée par l'entreprise ne suffit pas. Il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs. On va essayer de comprendre comment, pourquoi. Et j'ai mes invités qui sont des spécialistes ici sur le plateau. Nous accueillons Samuel. Ça va Samuel? Super, merci. Bienvenue. Alec qui est avec nous également. Hello. Hello Alec. Aurélien qui nous accompagne. Salut. Salut. Et puis Mathieu, qui est également avec nous, expert en la matière. Bonjour. Et puis toujours à mes côtés, notre expert comptable, qui est très affûté. Il s'agit de Wahib. Ça va? Très bien, Tu répondras à nos questions, je l'espère. avec plaisir. Avec plaisir, j'espère, parce qu'on a plein de questions. Alors moi, j'aimerais comprendre déjà quelles sont les motivations derrière une levée de fonds. Qui veut répondre? Alors, il y en a plusieurs, mais la première, je dirais, c'est la volonté d'avoir davantage de trésorerie pour accélérer. Ouais. Ça part du principe que tu as déjà, en général, validé une stratégie pour pouvoir pénétrer un marché ou faire de l'acquisition, recruter, absorber davantage de charges de travail, etc. Tu en as d'autres qui sont de la croissance interne ou de la croissance externe. Ouais. Là aussi, ça part du principe où tu as déjà validé un modèle économique qui est sain, en général. Et puis, un troisième, pour laisser aussi la parole aux autres, c'est celui d'avoir un projet qui nécessite des fonds au préalable et qu'ensuite, ces fonds vont permettre justement de le mener à bien. Vous êtes d'accord avec ce que nous a dit Alec? Oui, C'est une bonne introduction. c'est une bonne introduction. Il y a évidemment des raisons évidentes de croissance et puis aussi des raisons de fame. Je pense, fame de fame, oui, bien Explique-nous. sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup des startups qui ont levé des fonds ont une visibilité médiatique importante. Et une des raisons, notamment commerciales, c'est de lever des fonds pour être visible et pour pouvoir accélérer parce que tout d'un coup, on se retrouve sous le coup des projecteurs et ça permet d'accélérer très vite. La réussite d'une entreprise passe souvent par le fait de lever des fonds, en tout cas au regard justement des médias. Pour faire parler de soi, pour gagner en Exactement, poids sur ouais. le marché? Mm. Ok. Samuel, On se ça te trompe parle? un peu de finalité, je trouve. Je rejoins tout à fait ce qui était dit là-bas. C'est que la levée de fonds est souvent vécue par les entrepreneurs comme une finalité en soi. C'est le moment où on brille, c'est le moment où enfin on a sa tête dans les journaux, nos parents sont fiers, nos amis aussi. Sauf qu'en vrai, on perd de tête que le vrai aboutissement, le vrai milestone de fin, c'est d'avoir une entreprise qui est rentable, qui génère de l'argent, qui est saine. Il faut toujours voir la levée de fonds comme une étape seulement vers la rentabilité at scale, on va dire. Voilà. Ok, alors question, parce qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients à lever des fonds. Est-ce qu'on peut s'en parler? A priori, déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est effectivement, si on lève des fonds, c'est qu'on n'a pas atteint un niveau d'entreprise, un niveau de rentabilité Suffisant. pour pouvoir continuer la croissance de l'entreprise sur les fonds de l'entreprise ou sur un autofinancement. Donc, c'est vraiment ça la question à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà besoin de lever des fonds? Ok. Est-ce que Parce mon que c'est quoi business les- est rentable? Est-ce Ouais. que je peux atteindre la rentabilité seul ou pas? Parce que quels sont les inconvénients? C'est quoi? C'est de se diluer? Bah, Moi, je c'est vais le même aller un peu au-delà en vrai par rapport à ce qui est dit. Moi, la première question que je pose à des entrepreneurs qui veulent lever, c'est quoi ton objectif de vie? Parce qu'en fait, tu peux avoir une entreprise qui est tout à fait rentable, juste ce ne sera pas une boîte qui fera 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec laquelle tu auras 50 salariés. Peu importe, tu peux avoir une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, gagner 200 000 par an, tu es tout seul et tu es très heureux. Est-ce que vraiment tu veux te mettre une levée de fonds avec toute la charge émotionnelle qu'il y a avec, les engagements qu'il y a avec, pour faire plus, mais faire plus pourquoi? Ça va pas à tout le monde de faire plus pour faire plus. Il y en a qui sont très heureux avec moins. Voilà. On peut monter des boîtes à 20 millions sans lever des fonds. Ça Ouais. prendra peut-être un peu plus de temps, Ouais. mais voilà. Beaucoup, je pense. Alors plus de attendez, temps, ouais. récapitulons, parce que moi j'ai envie qu'on s'adresse aux personnes qui se posent la question. Les avantages à lever des fonds, c'est quoi? Chez Blast, on finance des startups où on aime bien se dire qu'on met un peu de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'on aime bien voir un petit feu incandescent, ça crépite, et là, il y a besoin de cash pour accélérer la machine. D'accord. Ça peut être de l'acquisition. Si je sais que je paye un client pas cher et que je gagne ma vie très vite au bout d'un mois sur lui, bah, il y a peut-être une fenêtre de tir à prendre sur les 6-12 prochains mois où on sait qu'au-delà, les prix vont augmenter et vaut mieux attraper le maximum de clients tout de suite. Et pour ça, il faut avoir plus d'argent. Donc, c'est souvent une question d'opportunité, parfois une opportunité de marché qui soit sur les clients, mais parfois une opportunité en termes de fonds d'investissement. En ce moment, c'est difficile de lever des fonds, par exemple. Ah oui? Oui, oui. Et alors en termes d'inconvénients, justement, parce que Mathieu, Bah, moi, je dirais, comme on dit souvent, la levée de fonds, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, J'adore. il y a évidemment des inconvénients. Moi, j'en vois principalement trois. Le premier, c'est la pression, parce que, comme tu l'as dit très bien, Samuel, il y a beaucoup de pression sur les équipes et sur les fondateurs quand ils se mettent à lever des fonds. C'est des périodes où ils sont d'ailleurs très défocus de leur business et quand les boîtes sont assez jeunes,
parfois, ça peut mettre la boîte carrément en péril. Ça met 6 mois. Hein. Une levée de fonds traditionnelle, c'est ce qu'on appelle un roadshow, ça met 6 mois. Donc pendant 6 mois, on ne fait que rencontrer des investisseurs, ajuster son BP, ajuster son deck, s'entraîner, se préparer, répondre aux questions. C'est 6 mois qui sont cruciaux pour la performance de l'entreprise et pendant lesquels on ne travaille pas, on pitch. Voilà, je te laisse. Deuxième inconvénient que je trouve, c'est aussi sur les cultures d'entreprise. Moi, j'aime bien le sens d'une entreprise quand elle aussi met en valeur des gens et puis une culture, et ça met du temps à se construire. Et souvent, les boîtes qui ont levé très vite, très tôt, c'est culture un peu bullshit, excellence, passion, work hard, play hard. Et je trouve que c'est moins beau parfois que des boîtes qui ont mis du temps à se construire et qui ont vraiment une valeur humaine importante. Et puis le dernier sujet, évidemment, c'est la gestion du cash, le pilotage de l'entreprise. Avoir énormément de fonds très vite, parfois, ça ne prend pas à piloter une rentabilité, justement, à faire beaucoup avec peu, à savoir vraiment voilà, piloter son entreprise sainement. C'est un nouveau challenge en fait de gérer une somme d'argent et du cash en plus. Ça nécessite une vraie expertise. Alors justement, quand on parle d'argent, eh bien, on se tourne souvent vers son expert comptable. Et j'ai envie que justement Wade nous explique comment lui accompagne les personnes et les entreprises dans le cadre d'une levée de fonds. Et c'est tout de suite l'expert nous éclaire. Merci Charlotte. Donc oui, effectivement, les experts comptables sont les piliers qui vont accompagner avec les avocats les entreprises pour réussir une levée de fonds ou une augmentation de capital ou réussir à trouver de l'argent auprès d'un partenaire financier. Il est important effectivement d'abord de comprendre l'enjeu. Pourquoi l'entreprise veut-elle avoir des ressources supplémentaires? Quel est l'objectif? Et ensuite, une fois qu'on a identifié l'objectif, il faut aider l'entreprise à construire son deck, son business plan. Et derrière ce business plan, il y a des femmes et des hommes qui devront raconter une belle storytelling. Parce que lever des fonds, c'est bien, mais derrière, il va falloir rendre des comptes auprès des investisseurs si les investisseurs ont mis du cash sur la table. Donc, il est important de se dire que lever des fonds auprès d'investisseurs, oui, mais il va falloir rendre des comptes parce que l'entreprise devra être performante, parce que sinon, il n'y aura pas des investisseurs qui mettront de nouveau du cash pour aider les entreprises. Et à contrario, on a les banques, mais aujourd'hui, les banques, ça coûte 5, 6, 7%. 5, 6, 7%, je préfère à titre personnel les proposer à un investisseur qui va, dans le même temps, apporter des tips, des idées pour essayer d'augmenter le chiffre d'affaires. Parce que derrière une levée de fonds, l'objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter son chiffre d'affaires, être plus visible, créer des emplois et gagner plus de valeur. Et si derrière, on peut faire une plus-value, c'est encore mieux. Donc, en réalité, en conclusion, en 2 mots, je dirais 1, que l'expert comptable se mette dans la peau du chef d'entreprise pour l'aider à construire son deck. 2, de veiller à ce que les chiffres exposés dans le BP soient réalisables. Il ne faut pas vendre du rêve. Et 3, l'aider avec les avocats dans la construction notamment du pacte d'associés. Mais on en parlera dans une deuxième partie si j'ai bien compris. Et justement, moi j'ai une vraie question, je me permets, merci beaucoup Wade. C'est quoi les contraintes légales en fait qui existent sur tout ça? Parce qu'il doit y en avoir énormément quand on lève des fonds. Aujourd'hui, quand on lève des fonds, c'est surtout s'entendre sur le taux de dilution. C'est-à-dire qu'avant l'augmentation de capital, l'associé à 100%. Après la levée de fonds, il va probablement être dilué. Donc, il va falloir réussir à convaincre l'entrepreneur, l'investisseur, que la société a une valeur très importante. Parce que si en réalité, le porteur du projet n'a pas réussi à valoriser au mieux son projet, il va être dilué alors qu'il avait entre les mains une pépite. Et si, à contrario, pour le coup, on souhaite conserver le contrôle de la société et grandir à l'aide notamment de la banque, qui va apporter du cash moyennant un intérêt et des assurances qu'il faudra rembourser chaque mois, c'est une autre stratégie. On n'est pas accompagné, mais de l'autre côté, on a de l'argent, on a 100%. Chacun voit ensuite… Mais si tu veux, Charlotte, ce que je pense, c'est qu'au-delà du fait que la société va avoir du cash, ce qui est important à mes yeux, c'est surtout le réseau qu'il y a derrière pour augmenter, in fine, le chiffre d'affaires. Pour moi, la finalité, c'est celle-ci. C'est grâce à la levée de fonds, je vais avoir plus de chiffre d'affaires, je vais valoriser ma société davantage et je pourrai derrière faire un beau earn-out, comme on dit. Je ne sais pas si ce n'est pas un mythe, ce que tu viens de dire, justement, le fait de se dire je vais lever des fonds, donc je vais avoir du réseau, donc je vais faire du chiffre d'affaires. En tout cas, nous, chez Blast, ce n'est pas le genre d'entrepreneur sur lequel on a envie de parier. On a envie de parier sur un entrepreneur qui s'est déjà relevé les manches et qui est prêt à vraiment s'investir à fond pour lui trouver la solution. Il en a déjà une partie, il a les manches relevées, il va aller chercher la suite
j'ai envie de dire, seul ou avec l'équipe qui s'est constituée. Nous, en tant qu'investisseurs, notre rôle, c'est de faire des intros auprès des bons experts comptables, peut-être auprès du bon banquier, auprès de la bonne agence de com. Mais oui, on va faire des intros business, mais il ne faut pas attendre d'une levée de fonds un réseau incroyable. Ça doit être qu'un moyen pour performer sur des sujets déjà identifiés, à mon sens. Non, je partage ton point de vue, mais si, admettons, par exemple, tu demandes à prendre 7% du capital Mhm. et qu'in fine, je ne vais pas bénéficier de ton réseau pour augmenter mon chiffre, Mhm. pourquoi ne pas directement solliciter du coup le concours de la banque Mhm. où je ne serai pas dilué Mhm. et in Je fine, pense que tu as raison. Après, Je pense que la Alors, dette c'était bancaire, juste- c'est moins cher. Et ça tout vaut est le coup. possible, hein. On peut mixer effectivement les levées de fonds, le financement bancaire. Raconte-nous d'autres raconte-nous un levées petit de peu, parce que financement. chez Bootstrap, vous avez. Enfin, raconte-nous un petit peu. Alors, L'approche, parce qu'on parle de Il n'y a pas que dilution, les mais- levées de fonds qui Oui, sont c'est ça. possibles. Et même quand on fait des levées de fonds, il y a d'autres types de financements qui sont accessibles, sur des financements publics notamment. La France est le paradis fiscal pour les entreprises innovantes. Il y a des subventions, il y a la BPI Bien qui sûr. octroie énormément de financements pour les entreprises innovantes. Donc, il ne faut pas se fermer cette porte-là. Je pense qu'il faut d'abord étudier tout le champ des possibles et l'entrepreneur doit ensuite prendre sa décision de lever ou pas des fonds, de se marier avec des investisseurs. Et donc, toi, tu fais partie du club. Alors moi, je fais partie du club. Parce que là, Bootstrap. en fait, on a séparé justement le plateau comme ça. On a le club et non, on n'a pas le club. Alors, pour faire partie du club, on fait comment? Bah, il y a des- Parle-nous un petit peu de ce club Bootstrap. Donc, c'est un club qui réunit plus de 100 dirigeants d'entreprise qui font tous entre 2 et 50 millions de chiffres d'affaires, qui sont à 90% des boîtes rentables aujourd'hui. Et le pitch de départ, c'était de se dire qu'après 2021, justement, où il y a eu toutes ces méga levées après le Covid et donc un enthousiasme débordant, les boîtes qui n'étaient pas du tout mises en valeur, c'était justement les entrepreneurs, ce qu'on appelle les cafards, ceux qui survivent aux crises, c'est-à-dire qui Cafard? qui savent Qui très appelle bien ça comme gérer. ça? Les castors, Alors, c'est mieux. En opposition aux licornes, je pense. Ouais, opposition aux licornes, ouais, c'est les cafards. Nous, on s'appelle les castors, c'est quand même plus sympa. Mais les cafards, c'est historiquement, après la crise de 2007-2008, les boîtes qui ont réussi à survivre à cette crise, justement, parce qu'elles avaient une très bonne gestion du cash, parce qu'elles étaient structurellement rentables, qu'elles avaient, voilà, n'avaient pas cramé du cash et levé des Ok. millions. Et puis, juste après, comme ce qui s'est passé en 2021, levé énormément et puis dû virer 20% de la masse salariale un an après. Ouais, donc le club, c'est mettre en avant ces entrepreneurs qui sont indépendants, qui veulent le rester, qui ont des belles valeurs humaines, parce qu'ils ont pris le temps de construire leur culture d'entreprise, et du coup les aider à progresser, puisqu'ils sont souvent seuls. Et donc on a créé un réseau d'une centaine de dirigeants qui s'entraident, qui partagent des dîners, des masterclass online, etc., pour s'entraider. Ils n'ont pas levé, hein. Je ne sais pas si tu l'as dit, je crois pas que tu l'as dit. Non, mais Ils n'ont c'est pas ça que levé j'allais de fonds. préciser. Pas au peu levé de fonds, voilà. En tout cas, dont Ah, l'objectif. C'est pas vraiment bootstrappé alors. Bah, Il y en a qui, depuis qu'ils sont entrés dans Attends, le parce que club, ont levé. Bootstrap, voilà. bootstrapper, c'est une. Bah, bootstrapper, la théorie, je crois, de son club, la philosophie, c'est de bootstrapper, c'est à partir de rien du tout, on construit un gros business. Donc on n'accepte pas d'argent de extérieur. l'extérieur. Donc, on ne se le dilue pas. On Au, ne se le au dilue maximum. pas, Enfin, au voilà. Les minimum. puristes, c'est effectivement 100% du capital est contrôlé par D'accord. les fondateurs et les salariés. Ok. S'il y a des opérations d'ouverture du capital. Et toi, Alec, donc, tu es plutôt bootstrapping ou levée de fonding? Alors moi, comme mes origines sont suisses, je vais être neutre. Mais il n'y a, Normand. y a pas, je pense, de bon ou de mauvais choix. Ce qu'il faut se dire, par contre, c'est qu'on est d'accord sur un truc, tous, c'est qu'il ne faut pas lever pour lever. Et il faut lever quand on a une vision, il faut lever quand c'est sain, il faut lever quand on va pouvoir faire quelque chose de cet argent. C'est vrai que pour ma part et les personnes qu'on accompagne avec entrepreneurs.com, la plupart sont 100% bootstrap, pour le coup, 0% de levée. D'accord. Vont utiliser parfois d'autres moyens de financement, mais vont garder 100% de leur capital. Par contre, les personnes qui nous sollicitent et qui veulent lever, justement, elles ont mis en place les prémices de ceux qui sont bootstrap déjà. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà rentables, ils ont une vision et ils ont vraiment de la clarté sur leur capacité réelle et factuelle de scale. C'est-à-dire que si tu lèves 500 000, 1 million, 2 millions, peu importe le stage, le round dans lequel tu vas te situer, et la vision que tu vas avoir et la valo que tu vas avoir initialement, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent et est-ce que factuellement, tu peux démontrer par des faits, par des chiffres, que cet argent va être bien investi? Parce que dans la théorie, dire que tu vas recruter tant de personnes ou mettre tant d'argent sur tel moyen d'acquisition, etc., parce que tu as établi qu'un coût d'acquisition était de temps, la réalité, c'est que le scaling n'est absolument pas linéaire. Il est souvent exponentiel, inversé. Et il faut l'anticiper aussi. Alors, comment on fait en fait? Quand on a une boîte, comment est-ce qu'on prend la direction de la levée de fonds? Comment est-ce qu'on prend la direction du bootstrapping? Comment on fait? Qu'est-ce qui va nous orienter? En vrai, tu peux faire les deux. Moi, ma précédente boîte, j'ai fait une boîte qui s'appelait My Jolly Candle. Pendant 3 ans, j'ai bootstrappé. À partir de zéro, je n'ai pas levé de fonds. Je suis allé de 0 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans argent extérieur. On a ouvert une première boutique qui a tout de suite été très rentable.
J'ai vu un nouvel axe de croissance, j'ai voulu en ouvrir 10, sauf que la banque, elle ne me suit pas sur 10 tout de suite. Elle a besoin d'une autre caution. Et donc là, je suis allé voir des investisseurs. D'accord. On a levé 10 millions d'euros, on est allé voir les banques et on a dit maintenant, notre plan, c'est d'ouvrir 10 boutiques cette année. Et grâce à ce nouvel argent, on a pu mettre en place notre plan beaucoup plus rapidement que les banques nous l'auraient permis. Peut-être qu'ils nous auraient autorisé 1 ou 2 boutiques par an. On a fait 10 années 1 et c'est parti comme ça. Donc, les deux sont tout à fait compatibles, naturellement, à différents stades. Et comment on fait Je ne sais pas si le Mais- frappe. Mais attends, juste, excuse-moi, Mathieu, ça te fait quoi quand tu entends ce genre de choses? C'est-à-dire qu'en fait, on est au départ seul, on se dilue pas, on y va, et puis à un moment, ça coince. Donc on est obligé de s'ouvrir. Non, je suis complètement d'accord. Il y a évidemment, le but, c'est pour moi, l'intérêt, c'est de le faire le plus tard possible. La pire raison pour lever des fonds, c'est quand on en a désespérément besoin. Et c'est là où on va signer des clauses de bad liver qui sont très contraignantes pour les fondateurs, ou par exemple, ils peuvent sortir de 5 ans d'entrepreneuriat avec 0 parce que en fait, les investisseurs se sont rémunérés en premier si la boîte va mal et qu'il faut sortir le cash. Donc, il y a aussi des clauses qui font que les entrepreneurs peuvent prendre le contrôle des entreprises. Hein. Moi, j'ai des témoignages, parce que je les regroupe, parce que c'est mon club, Raconte-nous. parce que- de fondateurs qui se sont fait sortir par les investisseurs, hein, qui parfois Ils sont fait sont virer de leur ouais, propre société. qui Et ça parfois ont fait clairement partie des comportements de cow-boys, quoi. inconvénients qu'on doit évoquer. Donc, Bah, bien si sûr. vous voulez faire une levée de fonds et ouvrir votre capital, il faut faire vraiment attention à ce genre de choses et se faire accompagner. C'est un, Il faut c'est un surtout contrat de vérifier, mariage. T'as Steve Jobs, qu'on connaît un petit peu, qui s'est fait C'est sortir viré, de bien sûr. l'entreprise, Sam Altman d'OpenAI qui s'est fait Récemment, sortir. là. Bien C'est sûr. pas réservé aux tout petits entrepreneurs. Mais dans les comment vous méga boîtes, expliquez c'est ça. que des pointures comme ça, si bien encadrées, si bien accompagnées, puissent avoir ce genre de... Au fur et à mesure que tu d'expérience. lèves de l'argent, tu perds le contrôle petit sûr. à petit de ton entreprise parce qu'en échange de l'argent que tu reçois, tu donnes une part du contrôle et donc des droits de vote. Et puis plus tu lèves, moins tu as de droits de vote. Et puis si tous ceux en face de la table sont d'accord pour dire que tu n'es pas bon et que la stratégie n'est pas la bonne et qu'ils lèvent tous la main, et bah, tu sors. Maintenant, on peut, en tant qu'entrepreneur, tu peux t'organiser différemment et ne pas signer de telles clauses. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop lever non plus jusqu'à en perdre le contrôle. Et, Ouais, et ouais. pardon, et parfois, quand tu n'as pas le choix parce que la société va mourir, bah, c'est là où effectivement, bah, tu n'as pas le choix, tu es obligé de signer et du coup, tu peux pas te protéger au maximum. Et il aurait fallu du coup soit y penser avant ou soit revoir le business model de sorte à ne pas, Mais se retrouver dans une situation. Aurélien Mais difficile. effectivement, c'est un vrai choix stratégique de lever des fonds parce que l'investisseur, lui, s'il investit, je dis n'importe quoi, 1 million, son objectif, c'est dans les 5 ans à venir de ressortir avec 2 millions. Mais pour ça veut dire que l'entreprise doit grossir, doit avoir la croissance pour augmenter sa valorisation. Pour refaire un autre tour de financement, pour que d'autres investisseurs investissent dans l'entreprise. S'il n'y a pas d'autres investisseurs qui investissent, les premiers ne pourront pas sortir. Et ça, c'est une sorte de cercle vicieux où finalement l'entreprise va nécessairement devoir lever des fonds régulièrement, tous les 24 mois par exemple, jusqu'au potentiellement rachat d'un grand groupe. C'est un peu le schéma classique. C'est vraiment une science, hein, cette histoire. Il faut être vraiment bien accompagné. Nous, on a de la chance. On a Raibed qui a été se balader un petit peu et qui nous a fait un super micro-trottoir. Il a été interviewé les gens sur la levée de fonds. Est-ce qu'elle est vraiment inévitable? On l'écoute tout de suite. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la levée de fonds et surtout aux startups. Comment elles vivent ce moment particulier? Allez, on va aller leur demander. Est-ce que tu as déjà levé de l'argent? On est en cours. Oui. Non, on n'a jamais levé de fonds avec Jérémy. On n'a pas encore fait de levée de fonds, mais du coup là, on aimerait lever des fonds. Est-ce que tu le fais seul ou tu es accompagné? On est toute seule. On a fait seul notre levée de fonds. J'ai été accompagné. On est accompagné. Par qui? Un leveur de fonds qui nous accompagne, il nous fait gagner du temps dans la prise de contact. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de lever pour accélérer? Non, pas du tout. Et c'est pas simple, c'est pas les mêmes risques. Oui et non. On peut ne pas lever en allant chercher la rentabilité. Et nous, en vrai, ça a été vraiment un très bel exemple. On s'est d'abord lancé en précommande, donc ce qui fait qu'en trésorerie, c'est quand même plus facile. En fait, on s'est pendant très longtemps autofinancé. On n'a pas levé de fonds, on fonctionne très bien comme ça. Ça va juste mettre plus de temps. On se paye toujours pas avec Pauline, donc c'est plus de sacrifices si on lève pas de fonds. Mais d'un autre côté, c'est aussi moins d'emmerde. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette levée de fonds? Pas du tout. Sinon, j'en serais pas là aujourd'hui pour te parler si j'avais pas fait cette levée de fonds, donc aucun regret. Alors effectivement, c'est passionnant, on l'a vu. Donc il y a un sujet sur l'accompagnement, il y a un sujet sur le risque, est-ce qu'on regrette ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous retrouvez là-dedans? Je pense que ça résume assez bien tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, notamment le fait de l'accélération. On voit également Pauline, je crois, qui finalement ne se rémunère même pas et le dit clairement, c'est une question de choix, ça prend du temps, mais finalement, on n'a pas un ou un autre qui est mieux qu'un autre.
Chacun son profil, chacun son parcours. Ouais, puis il faut bien choisir ses investisseurs. Il y a vraiment de différents types d'investisseurs différents, notamment sur l'horizon de sortie. On en parlait, il y a des investisseurs qui vont dire moi j'investis, mais dans 5 ans, quoi qu'il arrive, je dois être sorti. Il faut que j'ai revendu ma participation. Donc là, il y a une deadline vraiment claire et ça colle une sacrée pression. Il y a des fonds qu'on appelle evergreen qui eux n'ont pas de fin du tout. En disant bah, on sortira au meilleur moment, c'est pas dans 4 ans, c'est pas dans 5 ans. Puis il y a des clubs comme Blast où pareil, on n'a pas d'horizon de sortie. On est là pour la performance à tout prix. Et si c'est dans 3 ans, très bien. Si c'est dans 10, eh ben, ce sera dans 10. Alors, on parlait d'accompagnement, justement. Par quel type d'expert vous conseillez aux gens de s'entourer? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, un expert comptable, enfin Wahib, excusez-moi. Mais c'est quoi les piliers, en fait? Moi, je pense que, évidemment, je vais défendre le modèle des clubs, mais je pense Mais que vas-y, oui. c'est très important pour les entrepreneurs d'être entourés. C'est très important d'être entouré de pairs, parce que parfois, c'est des moments aussi de grande solitude émotionnelle, notamment, où l'entourage subit aussi beaucoup la pression et a du mal à comprendre et à aider. Et donc, le fait d'être dans des clubs, il y en a plein. Hein. D'ailleurs, il y a mon opposé, hein, ils ne vont pas aimer que je dise ça, ce n'est pas le cas, mais le Galion qui est réservé aux boîtes qui ont levé au moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, D'accord. et nous qui sommes réservés plutôt à des boîtes qui ont une trajectoire d'indépendance. Et là où c'est des endroits où ils peuvent effectivement discuter à bâton rompu, en vulnérabilité avec d'autres dirigeants et s'entraider. Donc ça, c'est vraiment un modèle, je trouve, que très vertueux, parce que parfois les boards, on discutait tout à l'heure avec Samuel, parfois ça apporte pas beaucoup de valeur, c'est beaucoup de pression, mais les conseils ne sont pas très pertinents, c'est pas des gens qui ont monté des boîtes, donc ils peuvent être un peu à côté de la plaque. Pas toujours le cas, évidemment, il y a des très bons investisseurs aussi, qui sont d'ex-entrepreneurs souvent, Oui. mais voilà, en tout cas, il faut bien se faire accompagner par des entrepreneurs. Il y a des leveurs de fonds, des sociétés spécialisées qui peuvent aider justement les entrepreneurs à lever des fonds. Donc, il ne faut pas hésiter à parler aussi à ces gens-là pour trouver le bon match et la bonne personne qui peut aider l'entreprise. Mais je vais rejoindre Mathieu, effectivement. Il n'y a rien de mieux que de parler à d'autres entrepreneurs. Il y a des clubs, il y a des réseaux en France qui d'ailleurs octroient des financements, d'autres types de financements sur des prêts d'honneur. Réseau Entreprendre, Wilco, Réseau Initiative, il y en a un peu partout sur tout le territoire français. Ne pas hésiter à rencontrer ces réseaux qui peuvent en plus octroyer des financements sur la tête des dirigeants pour augmenter les fonds propres de l'entreprise. Et les entreprises, au-delà de ces financements, elles vont justement chercher un réseau, une sorte de coaching, de mentoring auprès des entrepreneurs chevronnés qui font partie du réseau et qui diffusent pas mal de conseils. Pour compléter un petit peu rapidement, je pense qu'un expert comptable, c'est absolument nécessaire, certes, mais ça ne peut pas juste remplacer complètement les compétences. Moi, je pense que si on se lance dans une levée de fonds, on doit avoir à minima quelques notions de comptabilité et de finance, parce qu'au moment où on lève, on s'engage à essayer d'enrichir l'investisseur. Et l'enrichir, c'est essayer de viser une performance financière commune. Et pour ça, il faut savoir ce que j'appelle juste compter, connaître les quelques agrégats qui vont faire qu'on valorise son entreprise. Donc, il faut le 101 de la compta, il faut connaître un petit peu sa compta quand même. Alex, tu valides ça? Je valide complètement ça. Et Wahib? Non, mais clairement, Parce que toi, quand tu accompagnes des boîtes qui n'ont aucune notion, ça se passe moins bien que si elles en avaient. Bon, je pense que les experts comptables, en toutes circonstances, doivent être à minima pédagogues. Soit, effectivement, les Merci. clients ont déjà cette culture financière et c'est plus simple. Et du coup, on va échanger davantage et on va pouvoir apporter cette valeur ajoutée parce que derrière, on a un client qui comprend. Maintenant, les clients qui ne comprennent pas, il est jamais trop tard pour apprendre. On est là pour les aider. Mais je suis d'accord avec Sam, c'est important pour les entrepreneurs de ne pas aveuglément faire confiance aux experts comptables, bien que nous soyons compétents. C'est important aussi de savoir, de comprendre, pour challenger aussi les positions des experts comptables, parce que l'expert comptable, ce n'est pas forcément celui qui a toujours raison, c'est celui qui donne son avis en étant objectif, neutre, indépendant dans sa mission. Mais c'est sûr que ce travail de levée de fonds, d'augmentation de capital, de souscription d'un prêt bancaire auprès d'un prêt bancaire, c'est ensemble, c'est l'équipe ensemble. C'est une team. Le client, l'expert comptable, c'est une bonne team et il faut surtout être épaulé de conseils, d'experts, d'avocats, de leveurs de fonds, de sociétés d'investissement, de boîtes qui vont croire au projet. Et ça, c'est important de ne jamais oublier le réseau qui est, pour moi, le point fondamental pour réussir et se développer. Merci. Alors, on va continuer parce que quand on a besoin d'argent et qu'on s'approche de son banquier, parfois ça fait un peu peur, parfois on ne sait pas comment l'aborder. Et bien là, avec Carmen, on a des solutions digitales qui vont simplifier les démarches. C'est tout de suite le pitch. Bonjour Hugo. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors c'est à toi, raconte-nous, Carmen. Yes. Alors Carmen est une fintech qui simplifie l'accès au financement. On utilise des nouvelles technologies pour
révolutionner complètement cette expérience de financement. On va jouer notamment sur la rapidité. On parle d'un financement en 48 heures, sur la simplicité, parce que toutes les démarches se font 100% en ligne. Par exemple, si vous voulez tester l'éligibilité de votre entreprise, vous n'avez qu'à aller sur carmen.io, il y a un formulaire de 2 minutes et vous avez une réponse d'éligibilité instantanément. Et aussi sur l'adaptabilité des prêts. Parce qu'on on analyse les données des entreprises pour pouvoir estimer comment elles fonctionnent. Et à l'inverse de certains autres services financiers un peu plus classiques, on ne base pas notre analyse sur des bilans ou des liasses fiscales qui sont très vite obsolètes. On va regarder ce qui se passe au réel de l'entreprise. Et ça va nous permettre de proposer une offre de financement qui est vraiment très pertinente pour les besoins de tous les entrepreneurs. Pour vous donner quelques exemples, ça pourrait être une PME qui a besoin d'un BFR sur 6 à 12 mois, très classiquement. Ça peut être un e-commerçant qui veut financer son stock. Et on pourra même lui permettre de rembourser ce stock en fonction des ventes qu'il aura générées grâce à celui-là. Ça peut être des startups qui ont besoin de financer un profil à ROI court terme, comme un commercial par exemple. Ça pourrait être, bref, tous ces postes de dépenses à court terme, avec un ROI court terme, que les établissements financiers actuels ne savent pas financer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça bien. Il y a beaucoup d'acteurs, effectivement, qui aujourd'hui financent les startups principalement e-commerçants. Je suis d'accord pour dire que les documents comptables sont rapidement obsolètes. Et eux, ils se branchent, en tout cas les existants, ils se branchent à Shopify, qui est le CMS qui permet effectivement de lire les commandes au jour le jour. Donc, ce qui est proposé ici, c'est super intéressant, ça se fait en e-commerce. Là où ça peut être innovant, c'est quand ça sort du e-commerce. Mais du coup, moi, ça m'interroge, me dire comment on peut juger de la capacité d'une entreprise à rembourser si on n'analyse pas ses ventes en ligne et si on n'analyse pas sa liasse fiscale et son compte de résultat. Bon, moi, ça me laisse un peu. Hugo, La promesse est belle. Après, Hugo, dans une réponse l'exécution, à je sais ça? pas. C'est une très bonne question, À cette c'est un très bon point. interrogation? En fait, on se branche effectivement aux outils de facturation, aux outils de paiement, etc. Mais quand il n'y en a pas, on repose sur une technologie qui s'appelle l'open banking, qui fait suite à une réglementation qui s'appelle la réglementation DSP2, qui oblige toutes les banques à laisser une visibilité sur les transactions bancaires. Donc, c'est ce qu'on fait. On regarde les transactions bancaires de nos clients et ça nous permet de comprendre comme ça les cash flows, enfin les flux de trésorerie, entrant ou sortant, pour avoir vraiment cette vision 360 de la santé financière de l'entreprise, qu'elle soit digitalisée ou non. Wahib? D'où l'importance aussi, je pense, de ne pas hésiter à solliciter son expert comptable pour avoir des situations. Parce que je suis d'accord que l'alias fiscal, les bilans, c'est peut-être obsolète, mais c'est indispensable, on est d'accord. Mais avoir l'existant et avoir une situation à date avec un prévisionnel réaliste, c'est important aussi, je pense, dans la prise de décision. Absolument. On s'en rend compte, nous, principalement au moment où les bilans comptables sont faits, où on a forcément beaucoup plus d'informations et les fondateurs sont eux-mêmes plus avertis de leur situation bancaire, parce que ça arrive assez fréquemment d'avoir des fondateurs qui, en fait, n'ont pas une vision aussi précise qu'on pourrait l'avoir au moment où on va analyser l'entreprise. Donc, je rejoins complètement ton point là-dessus. Ouais. Et il ne faut pas hésiter, parce que pendant des années, souvent, les bilans, ils arrivaient au mois de mai, au mois de juin de l'année suivante. Là, aujourd'hui, les bilans, ils peuvent être prêts aujourd'hui en janvier, en février, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à challenger vos experts comptables pour avoir les bilans le plus rapidement possible. Ce n'est pas le fisc qui nous paye, c'est le client qui nous paye. Donc, la date butoir, c'est peut-être le 3 mai. Le 3 mai T'énerve pas. Non, mais parce que c'est un sujet qui... C'est mis toute la profession ado. Là. T'as vu, En janvier, jamais vu. Mais en tout cas, les bilans, il faut qu'ils sortent en février, mais ne pas attendre forcément cette date du 3 mai 2024. Si les bilans peuvent être prêts avant, on rendra grandement service aux entrepreneurs. Je te rejoins, Walid, sur la partie des crédits d'impôt, recherche, innovation. Plus tôt l'entreprise va déposer sa liasse fiscale avec sa demande de crédit d'impôt, plus tôt elle va toucher son financement, qui peut rembourser jusqu'à 30 ou 40% de la masse salariale tous les ans. Donc ça, c'est un levier de financement qui n'est vraiment pas négligeable, en tout cas dans la tech. Et plus tôt l'entrepreneur et son comptable déposent la liasse, mieux c'est pour sa trésor. Alec? J'ai 2 questions pour Hugo rapidement. Ouais. Par rapport à Carmen, la première question, c'est est-ce qu'il y a un délai d'ancienneté pour la société qui est prérequis? Et le deuxième point, qui rejoint la question de Samuel, c'est dans quelle mesure vous allez pouvoir avoir de la visibilité, ou en tout cas de la prédictibilité, sur les entrées d'argent avec juste l'open banking, sur autre chose que du e-com qui est basé sur des datas relativement claires, quand on fait par exemple la prestat de service ou du business physique? Yes, très bonne question. Je vais répondre à la deuxième en premier. Comment on peut avoir de la visibilité? En fait, il y aura forcément une partie pour des entreprises qui sont moins digitalisées, une partie d'échange avec les fondateurs. Ce sera aussi l'occasion pour nous de donner des conseils par rapport aux autres types d'entreprises qu'on a vues avec le même business model ou le même marché ou peu importe. Mais il y a forcément cette partie d'échange. On n'aura pas tout uniquement avec l'open banking. Et pour ta première question sur est-ce qu'il y a une ancienneté minimale, il y a un critère d'éligibilité au financement, puisque c'est du financement qui est basé sur le revenu. Donc, on ne va pas pouvoir financer le lancement de projet, par exemple, où on demande au minimum 300 000 € de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, donc pas par an, enfin pas sur le bilan, mais sur les 12 derniers mois. Donc, il y a au moins, en général, on va dire 9 mois d'historique qui sont nécessaires
à moins qu'on arrive à faire 300 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois, mais ça me paraît compliqué. Voilà. Merci. Merci. Samuel, un dernier petit mot pour conclure, un dernier conseil pour toutes les personnes qui se posent la question. Si Comment vous avez lever, décidé- si on doit lever? Si vous avez décidé de lever, choisissez bien les investisseurs. C'est très important. Il y a des clauses qui peuvent faire mal dans le pacte. Chez Blast, on est des anciens entrepreneurs, on est entrepreneur friendly, donc il faut bien faire attention à son pacte, bien choisir ses clauses et trouver un investisseur qui a un horizon d'investissement qui est aligné avec sa vision d'entrepreneur. Ok, un ADN un peu commun. Tout à fait. Merci beaucoup. Aurélien? Moi, je dirais ne pas oublier de bien calibrer le montant de sa levée. Et il existe d'autres types de financement, du financement bancaire. Hein. Quand on lève 1 million d'euros, on peut peut-être aller chercher 500 000 euros de financement bancaire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça peut permettre justement de diminuer le besoin en financement dilutif. Merci. Mathieu? Plus on bootstrap, plus c'est facile de bootstrapper. Je rejoins sur le fait que quand tu dois 100 000 euros à la banque, c'est ton problème. Quand tu leur dois 10 millions, c'est leur problème. Donc, plus en fait on emprunte à la banque, plus c'est facile d'emprunter et de s'autofinancer. Et puis, il ne faut pas oublier que les transactions de levée de fonds, c'est moins de 1000 par an sur 1 million de startups à peu près en France. Donc, c'est vraiment pas automatique. Et on peut tout à comme les fait arriver à antibiotiques. faire une super belle boîte. C'est comme les antibiotiques. C'est comme les antibiotiques, C'est comme les c'est pas antibiotiques, c'est pas automatique. En Pas fait, mal. c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui va me rester. Hugo, un dernier petit mot? Moi, ce serait de diversifier son portefeuille de financement. Ouais. Je vais rejoindre le point de mes deux collègues. C'est d'essayer d'aller chercher un maximum de financement. La levée de fonds peut être envisagée, mais à ce moment-là, il va falloir essayer d'en tirer un maximum parti avec du non dilutif aussi. J'adore, il parle vite comme ça clôt le truc. Merci beaucoup. Et Alec, le dernier mot? Faut pas oublier que le chiffre d'affaires, c'est bien, mais la rentabilité, c'est encore mieux. J'adore. Ils ont des punchlines comme ça. On vous prépare du contenu en plus que vous allez pouvoir aller trouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller piocher dedans. Merci beaucoup à tout le monde. C'était passionnant. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup, Waïb. On se retrouve la semaine prochaine. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas